Donc on va voir la loi d'Ohm, la loi d'Ohm ponctuelle. Comme son nom l'indique, c'est une loi d'Ohm en un point. Bon, alors pourquoi en un point? Parce que précédemment, on a vu la définition du courant qui était égale à NQ fois un volume, enfin une vitesse, pardon, une vitesse fois une surface. Voilà. Donc en fait, on avait considéré donc comment est-ce qu'on appelle ça, une surface, enfin un volume droit qui était un parallélépipède rectangle, et on avait considéré ici dans cette section droite, voilà, c'est ça que je cherchais. Cette section droite, on avait considéré, je veux dire, la surface grand S et non pas delta S. À un moment donné, j'ai fait une erreur qui en disait long. Pourquoi? J'avais remis la section S, mais au départ, j'avais considéré delta S. Mais en fait, c'était grand S, comme je l'avais dit. Et, pour raison, parce que je vais expliquer justement maintenant pourquoi. Alors, on avait considéré quoi? Un ensemble de charges Q, N fois Q, qui était delta, on va dire une densité volumique de charge. N fois Q était la densité volumique de charge. Voilà. Qui est en coulomb par mètre cube. Bon, on peut mettre en centimètres cubes dans les calculs. Voilà. En fait, c'est le nombre de porteurs qui passent. Donc en fait, le courant I était considéré comme constant, apparemment, parce que I c'était grand I et pas delta I. Et dans la section droite était considérée comme constante. Donc en fait, ça c'était une loi, je veux dire, uniforme. Bon, on avait une section constante et un courant constant. Bon, c'est pas toujours le cas. On peut avoir une section, enfin on peut avoir, je veux dire, un courant qui n'est pas constant dans toute la section dans toute la section. Alors, quand c'est non uniforme, on ne parle plus de S, mais de petites sections. Donc, si je prends un volume, donc on va prendre un volume spatial, hein, formant un réseau maillé voilà, je peux encore en rajouter un ici. Voilà. Donc ici, je vais diviser en ce volume en sections. Bon, alors ici, la section n'est plus comme ici constante. Je vais considérer des sections ponctuelles. Ici, donc la section ici, avec un volume ponctuel. Pourquoi? Parce qu'en fait, je considère que le courant n'est pas constant. Donc ici, j'aurai delta, on retrouve le delta X, et on retrouve pendant une période de delta T, bon, pour aller de là, du début de la section A, B, C, D à A', A', B', C', D'. Voilà. Pour aller d'une section, que le courant va d'une section à l'autre, par courant, je veux dire le volume, ce volume-là. Voilà. Donc, pourquoi décomposer en éléments delta I? Tout simplement parce qu'en fait, en éléments de courant, pourquoi on décompose le volume? Tout simplement parce que le courant n'est pas homogène partout, il n'est pas constant partout, il n'est pas uniforme partout.
en fait, il est variable. Il est variable. Donc, je suis obligé de découper en éléments de courant. Voilà. Alors, bon, pour avoir le courant total, il faut faire un tour de passe-passe. Il faut faire un tour de passe-passe. Parce qu'il faut redéfinir la formule. La formule ici, il faut la redéfinir. Puisque, en fait, maintenant, on est dans un cas uniforme, on n'a plus un élément volumique on aura ici delta S pour un courant delta I avec toujours ici, bon, on aura toujours notre delta X. Voilà. Donc, ça, l'élément de surface ici, c'est un élément ponctuel. Oh, c'est ceci. Ceci-ci. Voilà. C'est l'élément ponctuel ici, je l'extrais du réseau maillé ici. Hein, je l'extrais d'ici, de ce réseau maillé. Pour en considérer un élément de volume. Un élément de volume et que je redessine ici. Donc ici c'est un élément de volume, ça n'a rien à voir avec ici où on avait, je veux dire, une section droite qui était une section, je veux dire, uniforme. On n'avait pas un petit élément de volume. Donc ici, il faut reconsidérer la loi. La loi, cette loi-là, c'était delta I égale quoi? NQ V delta S. Voilà. Donc maintenant, si je fais delta I sur delta S, on a ce qu'on appelle donc comment est-ce qu'on appelle ça, la densité de courant par unité de surface. C'est la densité de courant par unité de surface. Voilà. Donc si maintenant je veux le courant total, si je veux le courant total, donc le courant total c'est la somme. Donc si je veux le courant total, ben, il faut faire la somme des courants pour delta I tendant vers 0. Donc en fait, il faut faire tendre tous ces éléments de courant vers 0, qu'ils soient, je veux dire, ponctuels. Et ça revient à faire somme des delta S tendant vers 0 pour delta I, ça vaut quoi? On peut extraire delta I ici, c'est J delta S. Voilà. J delta S. Ouais, mais ce fameux J delta S, faire une somme de delta, pour delta S tendant vers 0, eh bien c'est une intégrale. Mais comme c'est une intégrale de surface, ce sera une intégrale double. Donc J ds. Voilà. Donc on peut définir le courant à partir de la densité surfacique de courant. Voilà. Donc à partir de là, on peut définir que vaut J. Que vaut J. Voilà. Donc bon, alors donc on sait bien que I c'est JDS, intégrale double de JDS, ça c'est pour, on obtient le courant total en additionnant donc tous les courants élémentaires et donc ça, on a le courant, je veux dire, passant au travers de la surface élémentaire. Le courant traversant toute la surface. Ça c'est le courant traversant toute la surface parce qu'en fait on fait une intégrale double des éléments de la surface, donc on a toute la surface entière. Voilà. Bon. Oui, ici,
Bon, ici, je peux encore faire une... Ça, on peut dire que c'est aussi... Ça, c'est pour un élément, hein. En fait, il faut faire pour... il faut faire la limite quand delta S tendant vers 0 de delta I sur delta S. Et voilà. Donc ça, c'est pour avoir le J. Donc le J, ça, c'est la dérivée de dI sur ds. Voilà. dI sur ds. Et ça, ce J-là, c'est quoi? C'est le courant par unité de surface. Par unité de surface, ou c'est le courant... le courant en un point. C'est le courant en un point ou le courant par unité de surface. Voilà. Bon. Mais donc, ça fait quoi ça? Si je fais delta I sur delta S, delta I sur delta S, à partir d'ici, delta I sur delta S, c'est qui fait NQV. Donc, la densité de courant par unité de surface vaut NQV. Donc, on peut écrire que J est égal à NQV. Voilà. Et que le courant, c'est intégrale double de JDS. Donc, le courant, c'est l'intégrale double de JDS. Donc, on peut dire aussi que le courant, c'est l'intégrale double de J vaut NQV DS. On peut dire ça aussi. Voilà. Ouais, bon, maintenant il faut faire une autre hypothèse. On peut dire que la vitesse des particules, au départ, quand on avait vu, je veux dire, la structure chaotique du réseau cristallin métallique, on avait vu que cette vitesse-là était chaotique, la vitesse des particules était chaotique, elle allait dans tous les sens, dans le réseau métallique, et que pour un matériau donné, donc la vitesse moyenne donc, des différentes particules dépendait donc, de l'importance du champ accélérateur externe. Et donc, ce que je viens de dire par hypothèse, on peut l'exprimer de la façon suivante, que la vitesse, comme il dépend du champ accélérateur, eh bien, c'est la mobilité fois le champ accélérateur, et on a la vitesse. Donc, en d'autres termes, si la vitesse est égale à mu e, mu étant la mobilité des porteurs, ici les porteurs ce sont des électrons, cette formule-ci devient donc J, la densité surfacique de la densité de courant ponctuelle par unité de surface est égale à J. Et J est égal à NQV. Ouais, mais on a trouvé que I c'est intégrale double de JDS. Donc le courant, il suffit d'intégrer sur toute la surface le JDS. Ah, mais comme le J vaut NQV, je peux remplacer le J par NQV ds. Mais le V, on vient de voir qu'il est connu aussi. Le V, il vaut intégrale double de NQ mu E en fonction du champ ds. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le J, en fait, il vaut NQ mu E. Voilà. Et ceci, on l'a déjà rencontré dans l'exercice sur les porteurs de charge, sur les semi-conducteurs, pardon. On avait la conductance totale qui était égale à la conductance des porteurs positifs plus la conductivité, la conductivité totale
était égal à la conductivité des... Pour les je parle des semi-conducteurs. Hein. Voilà, je parle des semi-conducteurs. La conductivité totale était égale à la conductivité des porteurs positifs qui étaient les trous, plus la conductivité des porteurs négatifs qui étaient les électrons. Et ça, en fait, c'était le nombre si je rappelle l'exercice concernant l'exercice numéro 1, concernant les semi-conducteurs intrinsèques. Donc c'était un petit mot, comment, un petit volume extrêmement petit de silicium pur. Donc on avait N plus le nombre de porteurs positifs fois la charge de l'électron. Tout ceci nous donnait ici donc le delta qui est la densité volumique de charge, fois comment on appelle ça, la mobilité des porteurs positifs plus n moins la densité, la concentration de porteurs négatifs fois la charge qui nous donnait comment on appelle ça, la densité de charge négative fois la charge de l'électronique qui vaut 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs fois la mobilité des porteurs négatifs. Et on savait que n plus était égal à n moins était égal à n intrinsèque parce qu'en fait on avait un semi-conducteur, je veux dire, de type intrinsèque, donc les électrons qui partaient créaient des trous, donc il y avait autant de trous que d'électrons, donc et ça c'était égal à la concentration des porteurs intrinsèques. Donc on pouvait mettre n intrinsèque fois Q était égal à la mobilité des porteurs positifs plus la mobilité des porteurs négatifs, et là on avait la conductivité totale. Voilà. Et pour avoir la résistivité, il fallait calculer l'inverse de la conductivité. Voilà. Donc ici, c'est parce qu'on avait deux types de porteurs, on était en présence de semi-conducteurs, les positifs et les négatifs. Donc il fallait additionner, je veux dire, les deux conductivités séparément. Voilà. Par contre, ici, on n'est pas dans ce cas-ci, on est dans le cas de conducteurs, d'un conducteur métallique, d'un réseau métallique covalent, je veux dire, conducteur. Donc à ce moment-là, on n'a que NQ mu ou Q vaut 1,6 fois 10 exposant moins 19. N, c'est le nombre de charges électriques négatives qui sont les électrons. Voilà, c'est le nombre de particules d'électrons qui sont mobiles, voilà, dans le réseau cristallin. Et M étant, mu étant la mobilité. Et donc ce NQ mu, c'est quoi exactement? Eh ben, on vient de le voir, c'est ce qu'on appelle la conductance. Mais ici, je vais l'appeler gamma. Voilà, J égale gamma. Ouais. Mais il faut savoir que la conductance, c'est l'inverse de la conductivité, pardon, je m'excuse. Ça, c'est la conductivité, parce que ça, c'est la conductivité. Chaque fois, je dis conductance, mais c'est conductivité. La conductance, ça n'a rien à voir. Il dépend des paramètres géométriques, comme la longueur, la surface. Et c'est l'inverse. Conductance, c'est l'inverse d'une résistance. Alors que la conductivité, c'est l'inverse de la résistivité. Donc, je peux écrire que J égale ρ E, où ρ est la résistivité. Alors, ou 1 sur ρ, pardon, 1 sur ρ, parce que c'est l'inverse. Voilà, 1 sur ρ. Mais je peux dire aussi quoi? Que E est égal à ρj. Voilà. Bon, de ça, on peut encore extraire, je veux dire, quelques petites informations. On sait bien que NQ mu vaut la conductivité. Donc, on sait bien que NQ mu vaut gamma. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire que donc 1 sur NQ est égal à mu sur gamma. 1 sur NQ. 1 sur NQ est égal à mu sur gamma.
Voilà. Mais c'est aussi égal à ρ mu. Voilà. Donc, 1 sur delta, ça c'est NQ, on sait bien que c'est delta qui vaut, comment est-ce qu'on appelle ça là, je ne me rappelle plus le nom. Delta, c'est la densité volumique de charge, voilà, c'est ça, c'est la densité volumique de charge. Voilà. Le delta, c'est la densité volumique de charge en coulomb par mètre cube, je l'avais noté, j'avais oublié le nom. Sur delta, c'est la densité volumique de charge qui vaut m sur gamma, ou qui vaut encore rho mu. Voilà. Bon, et on peut mettre tout ça sous forme vectorielle aussi, hein, parce que on peut avoir... ouais, J égale... ça, c'est la loi d'Ohm ponctuelle. Voilà, elle est là, la loi d'Ohm ponctuelle. Ou en d'autres termes, elle est encore là. Elle est là. Ça, c'est la loi d'Ohm ponctuelle. J égale gamma E, où J est égal à NQ mu E, au niveau des porteurs électriques qui sont les électrons ici. Voilà, et on a la densité de courant surfacique, et on a la densité, je veux dire, volumique de charge delta. Voilà. Donc tout ça, ça met en relation la mobilité, le nombre de charges, la charge électrique en coulomb, la résistivité, la conductivité. Voilà, en fait. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je cherche maintenant? Oui, on peut mettre tout ça sous forme vectorielle. Donc on peut avoir une loi vectorielle. Voilà, comme ceci. Donc J égale gamma E, ou J égale gamma E, comme ceci. Voilà. J égale, voilà, et E égale rho J. On peut avoir des lois vectorielles, ça c'est pas un problème. Bon, alors, donc tout ça, la loi ponctuelle de la loi d'Ohm, qui est un cas de figure non uniforme, et donc il faut décomposer en éléments de volume très petits pour trouver, pour rechercher la densité de courant J par unité de surface, J. Alors, on a dû faire une hypothèse que, que V est égal à mu E pour faire intervenir le champ électrique mu E, où V était la mobilité des porteurs qui dépendaient du champ accélérateur externe. Et donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître dans cette loi la loi d'Ohm ponctuelle? On voit apparaître un champ électrique, des porteurs de charge, des unités de charge électrique, le nombre de charges. On voit apparaître toutes des charges électriques, une résistivité, ou inversement une conductivité. Donc la conductivité gamma ou la résistivité est propre aux matériaux du réseau métallique. Voilà. Alors, le nombre de porteurs N va dépendre du champ externe. Je veux dire, plus grand est le champ, plus on aura de porteurs. Moins grand sera le champ, moins on aura des porteurs. Voilà. Donc, le N dépendra du champ. Voilà. Et la vitesse va dépendre de quoi? Mais du champ aussi. Voilà, parce qu'il vaut mu E. Donc, plus le champ sera intense, ici, plus le champ sera intense, et plus on aura une densité de courant importante, donc on aura un courant important. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Plus le champ électrique extérieur sera important, plus on aura une densité, je veux dire, par unité de surface importante, donc on aura un courant plus important en fonction que le champ est important. Voilà. Donc ici on remarque qu'il n'y a aucun paramètre géométrique, je veux dire, qui intervient. N n'est pas un paramètre géométrique, c'est un
N, Q non plus, et mu non plus. Donc il n'y a rien qui est, je veux dire, géométrique là-dedans. C'est tous des paramètres, je veux dire, intrinsèques, soit au champ, ou soit aux matériaux, comme gamma ou rho. Voilà. Voilà. Je vous remercie.